l'accueil. Alors, Grandjean 2018, oui, vous remarquerez que je me suis trompé sur la date du colloque. Je l'ai antidaté en 2019, ce qui était à l'avance une manière d'en finir avec, avec ce mythe. Alors, l'objectif de cette communication, il est vraiment très très simple, je crois. Ce sera d'éclairer conceptuellement la notion d'exploration appliquée aux jeux vidéo. Voilà, tout simplement. Donc, principalement, et donc je m'en excuse d'avance, c'est un travail qui tient un peu plus de la philosophie d'un côté, de l'analyse du discours de l'autre, que les game studies à proprement parler, mais je vais essayer, au terme de notre petite réflexion, malgré tout, de proposer quelques outils pour l'analyse des espaces vidéoludiques sous l'angle de cette question qu'est l'exploration. Alors pourquoi je me suis figuré qu'il était important de produire un éclaircissement, enfin de tenter un éclaircissement conceptuel de la notion d'exploration, c'est qu'il me semble qu'elle est absolument omniprésente dans le discours vidéoludique en général, discours sur le jeu vidéo, marketing, journalistique, mais aussi de recherche, on va le voir. Rien que ces 2 derniers jours, et je limiterai ma remarque aux communications des membres de l'Expressive Game Lab pour des raisons de diplomatie évidentes. Rémi Kayat a parlé de l'exploration des limites du jeu, en lien avec la question du non-jeu. The Witness, un jeu d'exploration où il est possible de résoudre des puzzles, a dit Esteban. Et Sébastien a parlé brièvement ce matin des nouvelles possibilités d'action et d'exploration, je cite, introduites par Super Mario Bros, en l'occurrence. C'est une notion qui est également très présente dans le discours du jeu vidéo sur lui-même, comme je le disais. Pourtant, voilà, je n'ai pas vu de tentative de définition, donc c'est pour ça que je vais essayer d'en proposer une. D'autant que c'est un mot qui, à mon avis, recouvre des réalités extrêmement variées. Donc, on est en fin de journée, je me suis dit que c'était le bon moment pour vous faire participer, proposer un petit exercice avec vous. Je suis allé dans une Fnac, et j'ai retourné des jaquettes de jeux prises au hasard, des têtes de gondole, et j'ai lu ce qu'il y avait derrière. Par exemple ça, explorer un vaste monde ouvert regorgeant de paysages et de châteaux majestueux. Est-ce que vous êtes capable de deviner à quel jeu ça s'applique? J'ai entendu? Zelda. Alors ça aurait pu être Zelda, mais non, c'est Kingdom Come. Kingdom Come Deliverance. Sorti en 2018. Alors là, effectivement, on voit le paysage, on voit cette grande plaine ouverte, cet horizon. On a une vision d'exploration tout de suite qui nous vient en tête. Maintenant, deuxième exemple, incarner Ethan Winters pour explorer la demeure apparemment abandonnée de la famille Baker. Donc là, je pense qu'il y a une personne dans la salle qui voit tout de suite à quel jeu je fais référence. Évidemment, c'est Resident Evil 7, sorti en 2017. Mais alors là, vous vous rendez compte immédiatement qu'on a quand même affaire à une vision de l'exploration qui n'a rien à voir avec la précédente. On n'explore pas les plaines immenses de Kingdom Come comme on explore les couloirs claustrophobiques du manoir Baker. Dernier exemple, explorer 4 mondes iconiques remplis de coffres, secrets et puzzles. Alors là, bon, je pense que vous n'avez aucune chance de trouver de quel jeu il s'agit, tellement la formule est générique, mais je vais vous la donner. Mario Lapin Crétin, Kingdom Battle, Ubisoft 2017. Alors là, voilà, de quelle exploration est-ce qu'on parle? Mario Lapin Crétin, c'est un jeu de stratégie au tour par tour. Il est manifeste qu'on explore quelque chose, mais enfin, c'est, encore une fois, il me semble, intuitivement, encore une autre vision de l'exploration qui est convoquée. Donc là, on est dans une approche qui est discursiviste. Je m'intéresse simplement à des éléments de langage du discours marketing. Mais il peut être très intéressant aussi de s'intéresser à ce que le jeu vidéo dit aussi de lui-même dans son propre discours sur lui-même. Par exemple, ici, Oblivion, fin du didacticiel, évasion de prison. Vous pouvez maintenant vous pouvez maintenant utiliser la carte du monde pour aller directement à Corol. Vous pouvez aussi aller dans n'importe quelle direction pour explorer le monde. Bonne chance. Alors là, c'est étrange parce qu'on a une vision de l'exploration qui semble être totalement définie par rapport à la question du quest design. C'est-à-dire, d'un côté, vous pouvez suivre la quête qui est d'aller à Corol pour faire progresser l'intrigue, mais si vous n'avez pas envie, vous pouvez partir explorer. Donc, soit, je retiens, si vous voulez, cet élément dans un coin de ma tête,
Uncharted, Drake's Fortune, donc on est en 2007. Niveau de difficulté, explorateur. Plus rien à voir avec le quest design. Ici, la question de l'exploration renvoie uniquement à une question de difficulté, c'est-à-dire des contraintes ludiques, des obstacles qui vont entraver la progression du joueur ou de la joueuse. Donc d'accord, autre élément entrant possiblement dans la définition de ce que peut être l'exploration. Tout récemment, Assassin's Creed Odyssey propose de choisir, avant de commencer sa partie, de partir sur un mode guidé ou sur un mode exploration. Je lis une approche plus neuve du style de jeu. Le joueur doit explorer le monde afin de découvrir cibles et objectifs de quête. Assassin's Creed Odyssey a été conçu pour être joué selon cette approche. Alors là, on a encore une autre vision de l'exploration, c'est-à-dire l'exploration en rapport avec, si vous voulez, la médiation des informations en jeu, en particulier le dispositif cartographique. Moi, ce que j'en comprends là, c'est qu'en gros, on ne va pas m'afficher de marqueur de quête. On va me laisser découvrir où se situent les points d'intérêt ludiques dans le jeu. Alors une approche plus neuve, j'ai l'impression qu'au contraire, c'est une approche qui est relativement ancienne et qui a dû être réactivée. En tout cas, il y a eu peut-être un moment d'effacement de mémoire collectif avec la sortie de Breath of the Wild qui a inspiré beaucoup d'open world de ce type-là. Alors le problème de cette notion, tout d'abord, c'est qu'elle est infra-philosophique. Dans son sens littéral, et j'ai pris la définition du trésor de la langue française, action de parcourir afin de recueillir des informations. Voilà. Donc c'est une activité, elle est rangée parmi ces activités dont la philosophie, la tradition philosophique en général, ne dit pas énormément, ne dit pas grand-chose. Elle a un autre sens, une autre acception qui est plutôt plus figurée, métaphorique, elle est synonyme d'investigation, de réflexion, d'observation minutieuse, comme on pourrait dire, on va explorer un problème. Et à ce titre, le problème c'est que c'est un peu trop vague pour être exploité, une fois encore, par la réflexion philosophique, quand cette acception-là n'est pas assimilée à la philosophie elle-même, comme quand elle ne devient pas une métaphore, si vous voulez, ou un autre nom de la philosophie. Là, je vous ai mis le frontispice, la gravure de frontispice du Novum Organum de Francis Bacon, où vous voyez donc une caravelle qui franchit les colonnes d'Hercule, donc l'image antique du détroit de Gibraltar, pour servir de métaphore à la prospection philosophique, à l'extension des limites, si vous voulez, de la connaissance. Avec cette citation du livre de Daniel, voilà, beaucoup voyageront et la connaissance sera augmentée. J'ai été voir par curiosité du côté de l'étymologie. Eh bien, j'ai rien trouvé. J'avais une professeure en prépa qui disait l'étymologie, c'est ce que les mots ne veulent plus dire. Et là, ça se vérifie parfaitement, puisque exploro, si vous voulez, en latin, est la seule dérivation affixale qui n'a aucun rapport avec son radical, puisque ploro, ça veut dire pleurer en latin. Donc déplorer, implorer, on voit vaguement, si vous voulez, le lien sémantique. Explorer, il n'y en a absolument aucun. Et la seule hypothèse qu'ont retenue les étymologistes, c'est que pleurer serait apprendre au sens de crier, vous savez, comme cry to cry en anglais vient de cri, du cri en français. Et donc ce serait crier aux alentours, et donc c'est ce que vous dit ici le dictionnaire. Scout the hunting area for game by means of shouting. Donc en gros, quadriller le terrain de chasse, ça serait un terme de vénerie, en criant pour lever le gibier ou pour signaler sa position aux autres chasseurs. Bon, voilà, ça nous apprend absolument rien, je crois. Donc, alors, pour cette petite investigation, j'ai choisi de me concentrer exclusivement sur la première acception, c'est-à-dire l'acception spatiale. Parce que ça me semblait une base bien plus solide pour la réflexion, et parce qu'elle me fournissait un corpus aussi beaucoup plus fourni dans le champ de recherche des Game Studies, à savoir, vous savez, cette sous-catégorie qu'on appelle les Space Studies. Il y a beaucoup de littérature quand même sur la question de l'espace dans le jeu vidéo, et donc je pouvais y trouver des informations susceptibles d'éclairer ma petite enquête. Ah oui, c'est du recto verso. Quelque chose que je ne vais pas mentionner, mais que je vais quand même le signaler, c'est qu'au-delà de cette double acception, il y a une connotation qui domine dans l'exploration, que la gravure de Bacon que je vous ai mis juste avant illustrait parfaitement, c'est la dimension historique de l'activité. C'est une activité qui a donné son nom à une période, l'âge des grandes explorations, des grands explorateurs, aux alentours du 15e, 16e siècle, à une catégorie socio-professionnelle, les explorateurs ou les exploratrices,
Rattachée d'un côté au progrès et à la curiosité scientifique, une entreprise pour repousser les limites de la connaissance géographique, ethnologique, naturaliste, mais rattachée de l'autre à ses implications politiques, c'est-à-dire prélude dans le meilleur des cas à l'établissement de rapports marchands, dans la majorité des cas à la conquête et à la colonisation. C'est à partir de là que Fuller et Jenkins, dans un article célèbre, ont fait le constat qu'aujourd'hui, on n'explorait plus rien, il n'y avait plus de terra incognita sur Terre, et donc cette soif anthropologique d'exploration qui caractérise selon eux l'être humain, se serait reportée en grande partie sur le jeu vidéo. On est passionné par l'exploration dans le jeu vidéo parce qu'on est frustré anthropologiquement de ne plus rien avoir à explorer dans nos existences actuelles. C'est prendre au sérieux la dimension compensatoire du jeu vidéo, si vous voulez, chère à la psychologie par exemple. Donc dans cette acception purement spatiale, je me suis penché sur ce qu'en disaient les game studies. La notion est très régulièrement mobilisée, j'ai pas beaucoup trouvé de définition. Mais il me semble qu'il y a une tradition quand même qui domine dans le champ des game studies, qui considère que l'exploration, c'est pas l'intégralité des sources, mais c'est, j'ai l'impression, une majorité, un courant dominant, qui considère que l'exploration est une appropriation singulière du joueur ou de la joueuse. Je vais donner quelques exemples. J'ai l'impression que le texte qui a un peu lancé ce mouvement-là, c'est l'article de Richard Bartle, qui est souvent cité dans les questions d'espace, donc qui s'appelle Players Who Suit MUDs. MUDs, c'est les Multi-User Dungeons, donc les jeux de donjons multijoueurs des années 90. Dans lequel Bartle distingue ce qui correspondait selon lui à 4 types de joueurs et de joueuses, les achievers, les killers, les socializers et les explorers. Je vous ai mis le petit graphique ici. Mais ce qui est intéressant, c'est notamment que Bartle a une définition très très extensive de l'exploration. L'exploration pour lui, c'est chercher à comprendre comment marche le jeu. C'est-à-dire enquêter sur le fonctionnement du jeu, sur ses limites, sur ses bugs, etc. Alors ces limites, ça peut être ses limites spatiales. Là, on voit un exemple ici, voilà, un Out of Bound dans Super Mario 64, mais c'est toutes sortes de limites. Ça peut être ses limites structurelles, d'une manière générale. Et donc on comprend qu'évidemment pour lui ça ne peut s'agir que d'une appropriation singulière du joueur, évidemment. Aucun jeu ne va de lui-même encourager le joueur ou la joueuse par des éléments de design à tester ses bugs ou ses limites, tentatives postmodernes mises à part. Autre exemple, et j'en discutais avec Charles qui va conclure le panel, et je suis très content qu'il en parle aussi, c'est la thèse de Axel Stockberger sur les structures spatiales. Il assimile, lui, l'exploration à la fameuse Paideia de Kaiwa. Par opposition, évidemment, et en marge des règles dictées par le jeu qui, elles, vous l'avez compris, relèveraient du ludus. Donc l'exploration, ce serait, quand vous faites un petit peu n'importe quoi, si vous voulez, dans l'espace de jeu, tandis que, si jamais vous conformez à ce que le jeu vous demande, aux injonctions ludiques, aux structures de jeu, à ce moment-là, vous êtes dans ce qui relèverait du ludus et vous quittez le régime exploratoire. On retrouve à peu près la même idée chez une auteure aussi comme Alison Gazzard, qui dans sa thèse sur le labyrinthe assimile l'exploration à une pratique de l'espace qui relève de ce qu'elle appelle le chemin, le path, c'est-à-dire le trajet que se fixe le joueur ou la joueuse individuellement. L'itinéraire individuel, par opposition aux structures spatiales à proprement parler, qu'elle appelle la road, la route. Donc on a, j'ai l'impression quand même, une tradition qui range majoritairement l'exploration du côté des appropriations singulières du système de jeu par l'activité du joueur ou de la joueuse. Mais on n'a jamais réellement de réflexion sur ce qui, à l'intérieur du jeu, pourrait permettre ou encourager cette exploration. Donc c'est ça que je vais essayer un petit peu de faire, c'est peut-être de pousser un petit peu le curseur entre le joueur et le jeu. On est beaucoup du côté du joueur ou de la joueuse, je vais essayer de le décaler un petit peu pour qu'on arrive à un entre-deux. Concernant la question de l'exploration en lien avec l'histoire du jeu vidéo, j'ai eu l'impression que son association au jeu vidéo, d'un point de vue discursif, était aussi vieille que le jeu vidéo lui-même. Depuis Donjons et Dragons et par conséquent tous ces dérivés informatiques, on encourage le joueur ou la joueuse à explorer. C'est une modalité d'interactivité privilégiée du médium, au même titre que éliminer, éviter, sauver, etc. Crawford retrace ce petit transfert qui a eu lieu selon lui, dont il a été témoin en tant que designer, du jeu de rôle papier au premier jeu dit d'aventure, fondé selon lui sur cette brique de gameplay qui serait, vous voyez, Search and Discover. Et il parle de jeu d'exploration, Game of Exploration. Donc il y a des jeux où on explore, mais il y a aussi visiblement des jeux d'exploration. On a visiblement une approche plus
formelle de la question. Espen Arset rapporte un échange personnel qu'il a eu avec Don Woods, donc sur au sujet du processus de création de Colossal Cave Adventure. Donc c'est dans Cybertext, à la page 97. Et Don Woods dit, je traduis rapidement, donc Crowther, qui était également un spéléologue acharné, on va dire, a décidé d'essayer d'écrire un programme qui simulait l'exploration de grottes. Il a ajouté des trésors et des nains hostiles pour épicer un petit peu le tout, mais c'était principalement, uniquement un jeu d'exploration. Donc déjà, même dans les premiers jeux, la dominante spatiale, si vous voulez, est centrale, on a cette idée qu'il existe quelque chose qui n'est peut-être pas au niveau du genre, qui n'a peut-être pas atteint cette cristallisation du consensus dont on parlait à propos des travaux de Dominique, mais qui, malgré tout, existe dans le discours. Il me semble à ce stade qu'on est clairement confronté à un phénomène d'emballement discursif. D'accord ? J'espère, par exemple, le petit jeu avec les jaquettes vous a montré quand même. Explorer est visiblement un syntagme à la mode, une injonction qui fait vendre. Ce serait l'équivalent de ce qu'une collègue à nous en analyse du discours à l'Université de Lorraine, Justine Simon, appelle un mot événement en analyse du discours. C'est-à-dire un mot qui résume à lui tout seul tout un positionnement axiologique qui dépasse très largement sa valeur sémantique. Quand on promet au joueur ou à la joueuse de l'exploration, j'ai l'impression, mais c'est simplement une hypothèse, qu'on lui promet une certaine idée du jeu vidéo, et non une activité ou un type de jeu précis. En l'occurrence, on lui promet cette grande antithèse du jeu vidéo, conçu comme système de règles, mais qui en même temps est un espace de liberté. Donc serait un espace de liberté. Explorer, j'ai l'impression que ça veut dire vous êtes contraint parce que c'est un jeu, vous n'avez pas le choix, mais le moins possible. Donc ces phénomènes discursifs, parce que comme je disais, c'est uniquement une question d'analyse du discours sur lesquelles je me suis penché jusqu'ici, on n'a pas dit grand-chose du jeu vidéo, j'ai l'impression, ne nous empêche pas de nous poser la question de savoir s'il est possible de parvenir à une définition plus précise et concrète de ce que pourrait représenter l'exploration appliquée aux jeux vidéo et comment cela peut se traduire ou peut s'appréhender du point de vue des structures spatiales. Pour cela, oui, ça c'était le tag exploration sur Steam, vous voyez. Enfin, autant Tomb Raider, Skyrim, je comprends, autant Form Together, j'ai un peu plus de mal. Pour cela, en fait, j'ai décidé d'aller voir des gens qui ont réfléchi sur la notion en dehors des game studies. Et j'ai eu beaucoup de chance, et en fait, cette communication, c'est le produit de cela, en fait. C'est simplement, je vais essayer d'incorporer une nouvelle référence extérieure à la discipline sur cette question des space studies. Et cette référence, c'est quoi ? C'est une thèse qui est parue en janvier 2018, donc qui est très récente, d'un auteur qui s'appelle Simon Gallegos Gabilondo, et donc qui s'appelle Les mondes du voyageur, une épistémologie de l'exploration. C'est une thèse d'épistémologie, donc de philosophie. Donc dans cette thèse, il me semble qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qu'on pouvait transposer pour étudier la question de l'exploration dans le jeu vidéo. L'exploration, d'un point de vue épistémologique, donc, pour lui, a deux effets principaux. La production d'un récit, c'est-à-dire, je le cite, la mise en récit d'un déplacement dans un espace inconnu ou peu connu, et il identifie cela à sa valeur narrative. Il appelle ça l'exploration plinienne, en référence au naturaliste romain, Pline, c'est-à-dire un récit de voyage naturaliste ou ethnologique. Et deuxième effet, la production d'un savoir, c'est-à-dire la production d'images littéraires et cartographiques de la Terre. C'est ce qu'il appelle sa valeur spéculative. Il identifie ça à l'exploration ptoléméenne, donc en référence à l'astronome mathématicien grec. C'est-à-dire l'arpentage, si on veut, mathématique et géométrique de la Terre, dans le but de produire des abstractions principalement cartographiques de l'espace. Alors, la première caractéristique est importante pour nous, la valeur narrative, parce que vous voyez tout de suite qu'elle relie l'exploration à la question bien connue de la narration environnementale. L'idée que la navigation est une manière vidéoludique privilégiée de dérouler un récit. Voilà, ça se retrouve dans la question de l'épistémologie de l'exploration de façon très claire. De Marco Polo à Bougainville, on va avoir tendance à raconter des histoires quand on explore. La deuxième caractéristique, l'exploration ptoléméenne, c'est la question de la production de savoir, et elle est intéressante aussi parce qu'elle développe, si vous voulez, sur deux plans, elle se développe sur deux plans différents lorsqu'on pense aux jeux vidéo. Le savoir du joueur ou de la joueuse qui prend peu à peu conscience de son environnement, qui se crée une carte mentale, qui accumule les informations utiles à sa progression, mais aussi le savoir médiatisé dans le jeu par le jeu, en l'occurrence via les dispositifs cartographiques. C'est un effet privilégié des jeux de stratégie, par exemple, où le brouillard de guerre se dissipe peu à peu pour révéler au joueur ou à la joueuse les ressources disponibles. Alors je sais qu'on a vraiment explosé le quota d'autocitation à l'Expressive Game Lab cette année, mais je me permets quand même de mentionner cet article parce qu'il est vraiment intéressant de Julien Basile, qui n'est pas là, qui est à Sherbrooke en ce moment, qui a un article à paraître dans Sciences du jeu,
sur Sunless Sea, et il utilise pour caractériser le joueur ou la joueuse de Sunless Sea cette expression que j'aime beaucoup. Il dit c'est un saventurier. C'est une expression qu'il récupère d'un chercheur en littérature qui travaille sur Lovecraft. Dans s'aventurier, dans ce mot valise, je trouve qu'on a tout à fait cette question de la production de savoir liée à la navigation et à l'exploration. Mais ensuite, et c'est là où je trouve l'apport de Simon Gallegos-Gabilondo très intéressant, il va falloir que j'accélère, c'est qu'il établit une distinction que je trouve extrêmement féconde pour étudier la question de l'exploration dans le jeu vidéo. Je vais le lire, tout simplement. Il y a probablement deux sortes de voyageurs, ceux qui connaissent la route et ceux qui l'ignorent. L'iter indique le trajet d'un déplacement, le parcours d'un voyage qui suit une direction familière, tandis que l'exploratio désigne l'enquête d'un voyage, qui avance dans l'incertitude ou plus simplement dans la recherche d'un parcours. L'iter et l'exploratio, donc, deux modalités de déplacement dans l'espace qui nous permettent, à mon sens, d'éclaircir pas mal la notion qui nous intéresse. Au final, j'ai l'impression que peu importe qu'on soit dans un enfin, je vais nuancer ça juste après, mais peu importe qu'on soit dans le labyrinthe d'un dungeon crawler ou dans les étendues dégagées d'un open world, ce qui fait l'exploration, c'est avant tout quelque chose qui se situe sur ce continuum entre l'iter et l'exploratio, entre ce que je peux faire dans le système de jeu avec les informations dont je dispose et ce que je dois faire, c'est-à-dire l'injonction que l'on m'adresse pour progresser dans le jeu. Si je connais mon but et si je sais clairement et sans détour comment atteindre ce but, si je sais pertinemment ce que je vais rencontrer en chemin, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de place pour l'exploration. Si en revanche je ne sais ni précisément ce que je cherche, ni comment l'atteindre, ni ce que je vais rencontrer en chemin, je crois que je suis dans une attitude exploratoire. Dans un premier cas, le trajet précède le projet. Dans le second, le projet précède le trajet. C'est pour ça qu'on peut, si vous voulez, tout à coup se rendre compte que l'exploration mobilise ces deux questions-là. Qu'est-ce que je dois faire? Quel est mon but? Qu'est-ce que je sais faire? En l'occurrence, c'est plutôt qu'est-ce que je peux faire avec les informations dont je dispose, c'est-à-dire comment parvenir à ce but. Le seul cas pour moi, je me dépêche, je suis désolé, où il n'y a aucune valeur exploratoire dans la navigation, ce serait ce cas-là. C'est-à-dire le voyage rapide. On a une pratique de l'espace, indubitable, on a une navigation, mais il n'y a aucune possibilité, si vous voulez, de laisser place à l'incertitude et à la contingence qui pourrait donc légitimer qu'on utilise ce terme d'exploration. Mais du coup, dans ce cas, si la question du devoir faire, le but de l'exploration et du pouvoir faire entre en ligne de compte, alors j'ai l'impression qu'on rentre dans... attendez, j'ai pas passé. Oui, on rentre finalement dans cette espèce de boucle que Sébastien évoquait ce matin dans son article de 2008, entre pouvoir faire, devoir faire, vouloir faire, savoir faire. On n'est pas simplement dans le vouloir faire. C'est pas simplement j'ai envie d'explorer, donc j'explore. C'est le cas. Ça existe, il y a des joueurs qui vont avoir envie de se confronter à cette notion d'incertitude lorsqu'ils naviguent, d'autres non, mais il y a quand même une dimension structurelle, formelle dans cette question-là. Il y a des jeux qui encouragent et qui permettent l'exploration et d'autres non. Donc on peut très bien appréhender la question de l'exploration du point de vue, je crois, des structures de jeu et non pas seulement du point de vue de l'attitude ludique. C'est d'ailleurs, et c'est pas du tout moi qui l'invente en fait, c'est d'ailleurs ce qu'ont fait Auray et Vettel dans leur article sur Dofus, qui est vraiment extrêmement intéressant. Ils ont montré que les designers ont réussi à encourager ce qu'ils appellent l'attitude exploratoire, et donc je leur emprunte cette expression-là, par une décision de design. En l'occurrence, la possibilité pour n'importe quel joueur ou joueuse d'implanter un magasin où il le souhaite sur la carte, c'est la fonctionnalité des modes marchands. Et donc il va encourager les autres joueurs à se promener, à essayer de rencontrer, si vous voulez, ces opportunités d'échange entre joueurs. C'est pourquoi je me dis qu'il doit être possible finalement de dégager des critères d'analyse des espaces vidéoludiques pour déterminer en un sens leur potentialité ou leur potentiel exploratoire. Je donne quelques idées de critères, mais bon, c'est un travail en cours. Je suis tout à fait prêt à en discuter vraiment avec vous. On pourrait dégager des marqueurs structurels de l'espace, par exemple entre un espace linéaire et un espace nodal. On pourrait dégager des marqueurs ludiques, par exemple savoir si mon espace est polarisé par le quest design, parce que ARCEP appelle les place-oriented quests,
ou pas du tout, si je suis un espace qui ne me fournit pas d'injonction, si vous voulez, à la progression. On pourrait s'intéresser à ce que j'appelle les marqueurs médiatiques, c'est-à-dire voir comment l'espace m'est rendu perceptible à travers un certain nombre d'outils d'abstraction cartographique, ou si au contraire cet espace est parfaitement opaque. On pourrait mobiliser également des marqueurs phénoménologiques, à savoir si je me trouve dans un espace hostile ou dans un espace praticable, un locus terribilis ou un locus amoenus, si on voulait reprendre des catégories classiques. Ce qui est une dernière catégorie de marqueurs, beaucoup plus floue, j'en conviens. Il faudra emprunter le vocabulaire de la phénoménologie, d'une phénoménologie de l'espace à la Bachelard, mais qui rentre évidemment en ligne de compte quand on disait qu'on n'explore pas Resident Evil comme on explore Breath of the Wild ou Kingdom Come. C'est avec ces marqueurs phénoménologiques qu'on pourrait mener ce type de réflexion. Voilà. J'en arrive à ma conclusion très rapidement, qui sera un petit peu déceptive, je vous préviens. Une fois qu'on a distingué ces choses-là, ce continuum entre iter et exploratio, ces différents marqueurs pragmatiques qui pourraient faire émerger l'exploration ou l'attitude exploratoire dans un système de jeu, je vais essayer de revenir à cette notion d'exploration. D'un point de vue peut-être plus conceptuel. J'ai l'impression qu'il y a une base minimale, et je l'ai un peu évoqué, qui est reconnue à l'exploration spatiale par rapport aux autres pratiques de l'espace, c'est, je l'ai déjà dit, le rapport à la contingence. Là, je vous ai mis quelques exemples de textes théoriques sur l'exploration. Par exemple, Stewart Weaver, qui écrit en 2015, voilà l'exploration comme un processus contingent, marqué par un engagement actif avec l'inconnu et avec ce qui ne nous est pas familier. Également une phrase de Lucien Febvre dans son introduction à l'anthologie Les Explorateurs, qui est aussi très intéressante. Se confronter à l'aventure, c'est à ce qui va peut-être arriver, au hasard, à la contingence. Et ce qui m'intéresse évidemment fondamentalement ici, c'est que du coup, si on parle de hasard, si on parle de contingence, on parle fondamentalement de jeu. Et ça nous fait revenir finalement à cette question des game studies. J'ai retrouvé ce passage qui, moi, je trouve formidable de Jacques Henriot dans Le Jeu, qui m'intéresse particulièrement parce qu'il écrit que ce qui se caractérise le jeu, par opposition au travail notamment, c'est que le joueur ne sait pas exactement comment ce qu'il appelle les séquences praxiques vont s'enchaîner. Sinon, il n'y aurait pas de jeu. Et ce qui m'intéresse également au plus haut point, c'est l'image utilisée par Henriot pour exprimer cette idée. Le joueur se trouve à un carrefour. Alors on dit que Henriot ne parle pas de jeux vidéo. Là, pour moi, c'est une remarque de level design. Ça, vous voyez, pour une lecture contrefactuelle, si vous voulez, de Jacques Henriot. Donc c'est pourquoi il me plaît bien, si vous voulez, de définir, je termine là-dessus, l'attitude exploratoire comme ce que j'appelle, c'est une formule complètement, que je serais très heureux de discuter avec vous, une pratique incertaine de l'espace. Une pratique, donc du côté du joueur, incertaine d'un espace qui l'encourage et la permet du côté du jeu. Voilà.